Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et comme presque toutes les émissions, je suis accompagné de Monsieur Guy Barrette. Hey Mario, comment vas-tu mon cher? Écoute, je vais très bien, je suis très confortable, assis dans un beau divan. Un peu, en québécois, on dirait évaché. Non, t'es pas si évaché Non, que ça. mais je suis confortable. Et on est dans la chambre d'hôtel de notre invité, Jean-Baptiste Évin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ça va bien. Donc on dit c'est notre studio d'enregistrement privé, on va pas dire une chambre d'hôtel. C'est que Jean-Baptiste cette semaine est à Montréal et on profite de l'occasion nous pour enregistrer un podcast avec lui. Et surtout que Jean-Baptiste connaît pas mal bien la plateforme Mono, donc qui de mieux pour faire une émission sur Mono. Mais avant de faire notre émission, Guy, deux choses. Moi, je me prépare la semaine prochaine à aller à la conférence A&M Summit à Seattle. Ouais. Nous, l'équipe Urban Turtle, on va annoncer la nouvelle version du produit. Puis surtout, on va annoncer que Urban Turtle est disponible en hébergement. C'est-à-dire que c'est plus forcément besoin d'installer Urban Turtle sur ton serveur TFS, mais tu peux juste le louer. Comme il y a maintenant de plus en plus d'hébergeurs qui offrent TFS, de plus en plus d'hébergeurs Est-ce qui veulent aussi... Est-ce qu'il va y avoir des offres combinées, TFS et Urban C'est principalement ça, c'est toujours une offre combinée. C'est-à-dire que les gens choisissent à la carte, disent je veux rajouter Urban Turtle pour faire ma gestion de projet agile. Puis à ce moment-là, ça leur donne un TFS qui sait faire de l'agilité. Donc, surtout qui sait faire très bien du Scrum. Fait que là, tu pars à Redmond bientôt. Toute la semaine. Donc, puis la raison principale pourquoi j'y vais, c'est que je vais faire une conférence là-bas au A&M Summit. Ouais, t'es assez busy, hein, ces deux dernières semaines. Là. Oui, je me suis retrouvé avec un horaire, cette semaine, j'ai fait 3 présentations parce que samedi dernier, on faisait une journée au complet sur le .NET ALM. Oui, puis c'était bien plaisant. On a eu des évaluations, en tout cas, très positives. Ça faisait chaud au cœur d'avoir des revues comme ça. Mais donc, je faisais ça samedi. Lundi soir, je présentais à communauté.net de Montréal sur les spécifications exécutables. Puis mardi, j'étais à Ottawa pour présenter au Tech Days de Microsoft sur les 10 erreurs communes qu'on fait lorsqu'on fait des tests unitaires. Donc, mettons que j'avais... Puis Mario, est-ce que tu factures de temps en temps? J'ai pas besoin de facturer, je travaille sur un produit. Ah oui, c'est vrai, t'es un employé à temps plein, là. C'est ça, nous, le succès, c'est est-ce qu'on fait des ventes de Urban Turtle? Puis oui, mais cette semaine, avec Urban Turtle en plus, là, ça me faisait une bonne semaine. Bon. Puis des enregistrements de podcasts, mais ça, c'est la routine. On est habitué de faire des podcasts toutes les 2 semaines. Écoute, Mario, moi, je veux juste dire que durant les actualités, on va parler de l'espèce de controverse là, qui est apparue au PDC au niveau de HTML5 et de Silverlight. Oui, parce que moi, c'est une session là-dessus. Oui. Donc, on va en parler parce que c'est on va en parler intéressant. tout à l'heure. Là. Donc, revenons à notre entrevue. Jean-Baptiste, la formule, c'est toujours la même d'émission en émission. On essaie d'aider nos auditeurs à avoir une idée de qui tu es avant de parler du sujet. Donc, c'est quoi, 7-8 ans que tu as terminé tes études ou tu as passé des études au marché du travail. Tout à fait. Tu vis à Paris. Je vis à Lyon. À Lyon, vois-tu? C'est pas très loin de Paris. 2 heures en train. Quelqu'un qui demeure à Lyon veut qu'on dise qu'il est à Lyon. Il n'est pas à Paris. C'est vrai. Donc, tu demeures à Lyon et tu travailles depuis 4-5 ans avec l'équipe Novell, donc l'équipe qui est en charge de développer Mono. Ça va bientôt faire 4 ans que je travaille à temps plein pour Novell sur le projet Mono. Et est-ce qu'il y a une équipe ou des bureaux de Novell à Lyon? Il se trouve qu'il y a des bureaux de Novell à Lyon et à Paris. Okay. Mais à Lyon, il y a 2 commerciaux. L'équipe de Mono, comment est-ce qu'on travaille? En fait, on travaille tous de manière distribuée. Il y a quelques endroits dans le monde, comme à Boston, où est mon responsable Miguel de Icaza, avec un noyau de 3-4 personnes autour de lui, mais le reste de l'équipe est distribué dans le monde entier. Donc, as-tu la chance de travailler de la maison? La chance et le malheur, c'est... Ça prend de la discipline. Oui, ça prend de la discipline, ça prend du temps, de la volonté, mais
Mais ça va bientôt faire, ça va faire plus de 5 ans que je travaille de chez moi, donc je commence à avoir quelques routines. Parce que ça serait bien à un moment donné qu'on fasse une émission là-dessus, parce que je sais que toute l'équipe WordPress travaille aussi à distance. Puis il y a de plus en plus de succès qui démontrent que t'as pas forcément besoin de mettre tous les gens dans le même endroit, même si c'est souvent beaucoup de gens qui, quand ils vont parler d'adopter l'agilité, vont dire faut avoir les gens tous regroupés au même endroit. Si tu as un niveau de maturité faible, mais quand l'équipe a un niveau de maturité assez élevé, elle peut être distribuée et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Avant de travailler pour Novell, je travaillais pour une start-up qui s'appelait DB4O, qui a été rachetée depuis. Et c'était un peu le motto de la société, c'est d'avoir pas beaucoup d'employés, mais qui soient tous de là où ils vivent, et de travailler avec des méthodes agiles. Donc on arrivait quand même à faire du pair programming avec des outils pour regarder les bureaux à distance comme VNC, et en communiquant avec des solutions de Voice over IP. Et c'est vraiment intéressant. La qualité de la bande passante évoluant année après année, c'est de plus en plus facile de le faire. De travailler comme ça. Mais moi, Jean-Baptiste, quand on m'a approché en disant, parce que c'est mon bon ami, puis c'est un bon ami à toi, Mathieu Zaborski, qui m'a dit... Que vous avez interviewé. Oui, on a fait une émission avec lui il y a 2 mois maintenant justement sur Scrum. Puis Mathieu me dit, hey, j'ai un bon ami, Jean-Baptiste Sévin, qui vient à Montréal, voudrais-tu faire un podcast avec? Puis je dis, ouais. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, hey, dans l'équipe Mono. Puis moi, c'est pas ça qui m'a accroché. Ce qui m'a accroché, c'est quand j'ai su que tu étais la personne derrière la librairie Cécile. Qui est une librairie qui est utilisée aussi par l'équipe Mono, je crois. Mais moi, je la connaissais parce qu'elle est utilisée dans beaucoup de produits pour lesquels j'ai des grands respects, que ce soit Independent, Sonar, en tout cas, tous les produits qui font de l'analyse statique de code. La majorité, maintenant, utilise Cécile. Donc, peut-être, présenter à nos auditeurs qu'est-ce que c'est cette librairie-là, puis c'est quoi l'histoire, là? Comment ça se fait que tu t'es retrouvé à écrire cette librairie-là? Tout à fait. D'abord, pour complémenter ce que tu viens de dire, je pense qu'on peut repréciser que Cécile, c'est une bibliothèque, une librairie pour faire de l'analyse, de la lecture, voire de la modification et de l'écriture des binaires produits par les compilateurs de la plateforme .NET, qui produisent des fichiers qu'on appelle communément des assemblies. Et Cécile va permettre de les lire, les examiner, les modifier. Un petit peu comme on pourrait le faire avec les mécanismes de réflexion du framework .NET. Sauf que là, on est complètement découplé du runtime, ce qui fait qu'on peut modifier les fichiers, puis ensuite les charger dans le runtime, ou tout simplement les analyser sans avoir à les charger, ce qui permet d'analyser des versions des assemblies pour différentes versions du framework .NET, comme peut le faire Independent. Oui, je sais que les gens ont essayé d'utiliser le runtime que Microsoft fournit avec très peu de succès, et quand la majorité de ces produits-là, ils ont découvert Cécile, pour eux, c'était comme voici quelque chose qui fonctionne. Puis d'ailleurs, c'est un peu ce qui fait la marque. C'est pas juste une librairie, elle est utilisée par des produits sérieux, puis ça marche bien. Donc, c'est quoi l'histoire? Donc, tu as commencé à travailler sur Cécile quand tu étais encore aux études, ou après quelques années que tu as quitté les études? Non, après quelques années que j'ai quitté les études, je me suis intéressé à un sujet qui s'appelle la programmation orientée aspect, donc qui consiste, si on veut résumer de manière très simple, à pouvoir découpler tous les problèmes transverses dans les applications qui sont pas liés à une certaine couche, mais qui vont être liés à toutes les couches du domaine d'une application. Donc, ce sont souvent des préoccupations beaucoup plus d'infrastructure. On va passer, l'exemple classique, c'est le logging, on pourrait avoir la sécurité. Donc, ce sont des problèmes d'infrastructure qui sont pas liés souvent au métier, mais qu'on retrouve partout, qui viennent peupler et coupler notre logique métier avec ces problématiques d'infrastructure-là. Et ce qui est intéressant d'Aspect Oriented Programming, AOP, c'est qu'on peut isoler et sortir ce code-là. Donc, toi, tu t'intéressais à ça. Donc, je me suis intéressé à ça, et c'était au tout début de la plateforme .NET, c'était dans les années 2002. Donc il y avait même pas de librairie. Avec un ami à l'époque qui s'appelle Thomas Gilles, on créait un outil qui s'appelait Aspect DNG pour faire de la programmation orientée aspect. Et un des choix techniques qu'on a voulu implémenter, c'est d'être un petit peu similaire à Aspect-J pour la partie Java, qui consiste à dire qu'on va aller modifier les binaires directement pour injecter des comportements.
Vous étiez une des rares, parce que beaucoup de monde du côté .NET, ils n'ont pas pris cette stratégie-là du tout. Ils prenaient d'autres stratégies, mais vous avez décidé de vraiment copier le modèle Aspect-G. C'était une des stratégies intéressantes parce que on a accès à presque tous les détails. On peut intercepter beaucoup plus de choses à ce niveau-là. Ça a des avantages et des inconvénients. Mm-hmm. Mais ça permet d'intercepter plus de choses que les modèles qu'on connaît plus en .NET avec les Dynamic Proxy. Ça permet donc d'avoir accès à plus de détails. Parce que l'idée, c'est que un coup que tu as un assembly qui a été produit, mais tu as un assembly qui contiendrait du code métier, vous allez l'explorer, vous allez voir les points où vous pourriez venir accrocher votre code, et le code qui, lui, est vraiment du code d'infrastructure, il est défini un seul endroit, et vous allez venir le tisser littéralement à tous les endroits où il faut à partir d'un système de génération de c'est pas de génération de code, mais un système de tissage. De tissage, donc d'injection de code. Ce que faisait Aspect-DNG. Donc tout au cours du cycle de développement d'Aspect-DNG, on a utilisé plusieurs techniques. La toute première, ça avait été de désassembler avec les outils du framework.NET ILDSM les assemblées sous format texte. Et ensuite d'injecter de l'IL sous format texte, puis de les réassembler. Mais ça, c'est une bonne façon, Jean-Baptiste, pour vraiment devenir un expert à comprendre comment marche le CLR. Ah ouais, moi je trouvais ça fascinant d'ouvrir mes binaires dans ILDSM et puis de voir ce langage intermédiaire qui est le IL, appelé parfois MSIL pour Microsoft Intermediate Language. C'était vraiment fascinant. Donc là, tu travailles sur un produit pour faire de l'aspect oriented programming. Qu'est-ce qui t'amène à un moment donné à faire évoluer ça, pour arriver avec une librairie comme Cécile? Le problème justement avec ILDSM et ILASM, c'est qu'il fallait disposer de ces outils, et ILDSM est fourni que dans le SDK. Donc il fallait avoir le SDK.NET pour utiliser Aspect-DNG, c'était pas très pratique. Donc on voulait utiliser une librairie qui nous permettait de modifier les binaires. Et il se trouve qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et j'ai commencé... Puis pourquoi le nom Cécile? Est-ce qu'il y a une histoire derrière le nom ou c'est... Il n'y a pas vraiment d'histoire. Il se trouve que ça se termine par CIL pour Common Intermediate Language. Et je cherchais un nom sympa autour. Et je suis tombé là-dessus. Donc au départ, ça s'appelait Cécile. J'ai commencé à travailler sur Cécile fin 2004. Plutôt mi-2004 et fin 2004, Miguel de Icaza, qui avait commencé le projet Mono presque 3 ans auparavant, donc dès 2001, avait écrit un blog où il mentionnait qu'ils avaient besoin d'une librairie de ce genre. Et donc j'ai contacté Miguel pour lui dire que je travaillais là-dessus et pour envisager une collaboration. Avec l'équipe Mono, il se trouve et donc c'est comme ça que Cécile a intégré le projet Mono et j'ai continué le développement de Cécile. Puis là, t'étais toujours pas un employé, donc tu collaborais sur leur projet. J'étais juste un contributeur, comme il y a toujours eu des contributeurs sur Mono. Donc c'est une bonne façon pour joindre une équipe de classe mondiale, commencer comme contributeur, puis si on a la stature pour, un jour les gens vont t'offrir de joindre l'équipe. C'est comme ça que la plupart des employés de Novell dans l'équipe Mono sont rentrés dans l'équipe parce que ça faisait plusieurs années qu'ils contribuaient aussi bien pour leur entreprise à eux que par des programmes comme le Google Summer of Code. J'ai fait 2 fois partie du Google Summer of Code en tant qu'étudiant. Donc est-ce que tu peux présenter vite qu'est-ce que c'est le Google Summer of Code? Le Google Summer of Code, c'est un programme qui dit que pendant les vacances d'été, donc pour les étudiants, plutôt que d'avoir des petits boulots d'été, travailler sur des projets liés à l'informatique et liés à des projets open source. Mais là, est-ce qu'ils font de l'argent, les étudiants, pendant cet été-là? Oui. On gagnait un peu d'argent, même une belle somme pour un étudiant, vu qu'on avait $4 500 à l'époque. À écrire du code plutôt que de travailler plutôt que de retourner des burgers. Ou passer le balai, donc c'est beaucoup plaisant. Donc ça, c'est le programme que Google a. Donc toi, tu as participé 2 années. 2 années de suite comme ça. Et tout ça pour nous ramener à... Tu étais contributeur avec l'équipe Novell sur Cécile. Voilà. Et donc, au final... En mai 2007, je suis rentré en tant que développeur à plein temps dans l'équipe Mono chez Novell. Et donc ça fait 3 ans et demi maintenant, bientôt 4 que j'y travaille tous les jours.
Bon, on te remercie bien, ça fait une bonne biographie. Nous, on va faire la pause et on revient pour parler de Novell et de tout son écosystème. À tout de suite. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Lorsqu'on faisait ta biographie, tu racontais que t'es devenu contributeur avec l'équipe. Tu avais eu la chance de lire un blog de Miguel de Icaza, où est-ce qu'il parlait justement qu'il cherchait une librairie, comme ce que faisait Cécile, tu as offert. Donc, si on essaie de raconter un peu l'histoire de Mono, ça part, je pense, le cœur de l'histoire débute avec cette personne-là. Tout à fait. Donc, c'est une personne qui est très liée au monde Linux, vu que c'est un des co-créateurs du projet GNOME, donc qui doit être la deuxième, en gros, interface la plus utilisée de Linux avec KDE. Mm-hmm. Et donc, c'est une personne qui a travaillé presque pas toute sa vie dessus, mais une grande partie sur Linux, et qui, au début des années 2000, était encore en train de travailler un projet un client mail pour la plateforme Linux qui s'appelle Evolution, et ça faisait plusieurs années qu'il travaillait dessus. C'est un projet qui est écrit en C. Et donc, ils ont eu tous les problèmes du monde qu'on peut avoir en écrivant un programme de cette taille en C. Et quand Miguel est tombé sur les spécifications du projet de standard qui était .NET, que Microsoft a standardisé à l'ECMA, ouais. Eh ben, il y avait dans cette plateforme énormément d'avantages, à savoir le langage C# qui était similaire au langage C, donc pour les développeurs d'avoir une courbe d'apprentissage qui leur permettait très vite d'être productifs avec ce langage, mais aussi un garbage collector dans le runtime pour éviter tous les problèmes de mémoire. Mm-hmm. Un JIT compiler qui fait que la plateforme est quand même extrêmement rapide une fois que le JIT est passé, qui génère du code natif. Et un mécanisme puissant, le pinvoke, qui permet d'appeler du code natif à partir du code C#, qui permettait, à partir de Mono, de réutiliser tout l'existant que ces personnes-là avaient développé sur Linux. À l'époque, je sais, quand il a annoncé que il faisait la migration pour dire je m'en vais travailler sur une plateforme du domaine public qui va implanter le standard justement .NET. Ça avait fait c'était un choc à l'époque. Ça avait fait jaser, hein. Ouais, c'était un choc. C'est une tâche qu'on prenait pas à la légère. C'est vrai que c'est un énorme projet .NET à réimplémenter. Puis il y avait beaucoup de scepticisme parce que le monde disait voyons, .NET c'est défini par Microsoft et on sait Microsoft c'est, pour beaucoup de gens ils perçoivent encore comme ça, comme c'est le gros méchant, c'est ceux qui sont pas ouverts, qui veulent pas justement. Donc puis c'est pas vrai qu'ils veulent définir un standard et laisser d'autres gens l'implanter. C'est juste une mascarade pour laisser croire qu'ils sont gentils. Mais donc il y avait toute ce scepticisme là de beaucoup de gens de dire je suis pas sûr que ça vaut la peine de vraiment implanter ce que Microsoft appelle un standard, mais que pour beaucoup de gens ils disent c'est impossible que Microsoft veuille faire un standard. Et Miguel, lui, a décidé de prendre le pari que oui. Je dirais pas que ça a été toujours facile. Hein? Non, c'est vrai, ça a pas toujours été facile. C'est vrai que Mono est encore entouré d'un certain scepticisme ou de méfiance de la part de certains. Mais au lieu de discourir là-dessus, je pense qu'on peut juste constater où est-ce qu'on en est maintenant, le progrès qu'on a accompli et où est-ce qu'on en est. Je crois que c'est la meilleure preuve de... Puis je crois ce qui va vraiment... puis ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup, de plus en plus d'intérêt vers Mono, c'est la prolifération des types de clients. Donc, le fait qu'on redevient dans un monde multi-client, donc multi-plateforme, et là, ça a encore plus de sens de dire, est-ce que je pourrais, ou en tout cas pour les compagnies, il y a tout un enjeu de dire comment développer à moindre coût, mais être capable de supporter le plus aisément possible tous ces nouveaux types d'ordinateurs qu'on connaissait pas il y a quelques années. Là, je pense au iPhone ou Android. Donc, parce que c'est des ordinateurs, même si c'est des mobiles, ça a la puissance d'un
ordinateur. Je pense que là, je suis en train de switcher tout de suite en 2010, mais revenons au début. Donc, on est en 2000, 2001. C'est ça. Puis Miguel décide de mettre en place Mono. Voilà, donc à l'époque, dans sa startup qui s'appelait Ximian, avec 3-4 personnes, il commence à développer pour lui le compilateur C# en le développant sous Windows dans Visual Studio, pendant qu'une autre partie de l'équipe commençait à développer le runtime sur Linux avec le premier compilateur JIT. Mais c'est fou l'ampleur de la tâche, hein. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais enfin quand on regarde le temps qui s'est écoulé, on se rend un petit peu compte. Ça fait quand même du coup 9 ans que ce projet a été lancé. Et il se trouve qu'on a quand même quelques beaux succès au jour d'aujourd'hui où on vient de sortir Mono 2.8. Quand on regarde sur le site la page de compatibilité avec Microsoft.NET, où on voit tout ce qu'on a implémenté par rapport à ce que Microsoft.NET propose. C'est vrai qu'on propose. Puis vous n'avez pas la grosseur de l'équipe de Microsoft. Ça, ni les ressources. Mais ça, c'est rien de le dire. On est une trentaine de personnes dans l'équipe. Mais dans l'histoire, donc au début c'était Ximian, le nom de la compagnie, mais là, comment arrive Novell dans le décor? Parce que c'est quelques années plus tard. Donc, quelques années plus tard, en 2003, Novell a racheté la société Ximian lors du passage. Du virage que Novell a pris vers Linux. Quelques mois après, il rachetait la société SUSE, allemande qui... Parce que l'idée derrière ça, est-ce qu'on peut dire que, je sais pas si c'est trop simplificateur, mais Novell, c'est de dire, on veut pas juste faire un autre Linux comme les autres. Nous, on va offrir un Linux qui va avoir la plateforme, qui va avoir la compatibilité vers .NET. Ça va être l'élément différenciateur par rapport aux autres versions de Linux. Est-ce que c'est une façon trop simpliste de décrire ça? Alors, je sais pas si c'est le seul élément différenciateur, mais c'est vrai que c'est un des points forts, que Mono amène. C'est un des deux buts de Mono était la compatibilité avec Microsoft.NET pour pouvoir exécuter des applications écrites pour le framework.NET. Et l'autre but, qui était peut-être même le but original de Mono, c'était tout simplement de fournir une excellente plateforme de développement aux développeurs pour Linux, avec un bon langage, le C#, avec un runtime. Puis ça, on peut dire que ce but-là, moi, je pense, en tout cas, je suis pas un expert de la plateforme Linux, mais vous avez vraiment, on peut dire, vous avez atteint cet objectif-là, parce que vous avez aujourd'hui une plateforme, si on la compare avec ce qui existe ailleurs dans le monde open source, votre plateforme est pas négligeable, hein? Non, je pense que oui, ce but a été atteint en partie. On a vu au-dessus de la plateforme Mono se développer pas mal de logiciels qui sont utilisés, comme Banshee, notre lecteur de musique, ou F-Spot, qui est un utilitaire pour gérer ses photos qui ressemble un peu à Picasa de chez Google. Je pense que ce but-là a été atteint et on continue à faire en sorte que Mono soit une plateforme intéressante pour les développeurs. Le vrai indicateur de succès pour vous, c'est des vraies applications commerciales ou non commerciales, mais qui sont utilisées par des utilisateurs. Ça, c'est le vrai indicateur de succès. Au-dessus de Mono, tout à fait. Puis on se cachera pas que une grosse partie des applications qui sont faites avec Mono sont des applications web, plutôt que des applications client lourd. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous connaissez un peu de Prorata? Nous, on peut voir que ce que les gens nous montrent. Ah oui, il y a ça. Et donc, on voit très bien quand une application Mono tourne sur Mono, une application fenêtrée. Mais c'est difficile de savoir si un serveur web sert du contenu .NET à travers du Windows ou à travers du Mono. Ouais, on a plusieurs success stories qui sont disponibles sur notre site où on voit des cas expliqués de personnes qui utilisent Mono aussi bien pour créer des applications fenêtrées que pour créer des applications web. Parce que les premières itérations, c'était seulement la partie web qui, si je me souviens bien, qui était disponible. Puis au fil des années, la partie fenêtrage au client lourd est apparue. Tout à fait. De par la taille de notre équipe, c'est difficile de tout faire en même temps. Alors, quand .NET 1 est sorti, c'est vrai que le focus a plus été mis sur la partie d'abord runtime, et la partie compilation, pour avoir tout un ensemble d'outils qui nous permettaient de développer par-dessus ce runtime, et ensuite la création des librairies pour implémenter les API que Microsoft fournit.
où on a commencé par SP.NET et ensuite notre implémentation de Windows Form est arrivée plus tard. Après pas mal de challenges techniques parce que c'est vrai que l'API Windows Form est très liée à l'implémentation, est très liée au système d'exploitation Windows. Oui, cette partie-là est pas standardisée, je pense. Non, cette partie-là est pas standardisée, donc nous on l'a développée pour que les personnes qui développaient au-dessus des applications métiers puissent être portées vers Mono. Ouais, donc ça a été challenge. Donc je sais pas si c'est possible de le faire parce que c'est quand même, il y a beaucoup de composantes. Mais donc aujourd'hui, vous avez un runtime. Un runtime qui est comparable au runtime que Microsoft offre sous Windows, mais un runtime qui run sur Linux. Tout à fait. Sous Linux et sous d'autres systèmes d'exploitation. Mono, c'est vrai que c'est un peu la promesse de .NET un petit peu partout. Ce qui fait que Mono tourne sur des systèmes d'exploitation comme macOS, sous Linux, et même sur des systèmes d'exploitation un peu plus exotiques, sachant que on peut maintenant utiliser Mono sur des consoles comme la Wii. Ah oui. Si on dispose du kit de développement Nintendo et qu'on contacte Novell pour avoir la version du runtime sur la Wii, mais aussi sur des téléphones avec iOS, avec MonoTouch et avec MonoDroid pour la plateforme Android. Et donc là, vous avez aussi créé un compilateur C#, un environnement de développement pour être capable de pouvoir éditer, donc un peu pas la même chose, mais quelque chose qui pourrait se comparer à ce que fait du côté un développeur là, aujourd'hui qui fait du .NET classique en entreprise, il utilise Visual Studio. Dans le monde Microsoft, c'est souvent. Mais vous avez créé, c'est quoi, chez Sharp Develop? Alors non, nous on a créé un environnement de développement qui s'appelle MonoDevelop. Ah oui, MonoDevelop, ça a du sens. Mais pour la petite histoire, il a été créé à partir du code de Sharp Develop. Ah. Mais ça c'était il y a quelques années, donc c'était peut-être en 2004. Ouais. Donc on a pris à un instant T le code de Sharp Develop qui lui a évolué de son côté. Et ensuite on a porté ce code sur notre API à nous pour faire des applications fenêtrées qui s'appellent GTK, et donc avec le binding Mono qui s'appelle GTK Sharp, ce qui nous permet d'avoir MonoDevelop qui fonctionne sur Linux, sur macOS, mais aussi sur Windows. Et c'est ce qui fait aussi la force de Mono, c'est pas juste un runtime applicatif, vous avez aussi l'environnement de développement, parce que souvent on peut retrouver des environnements des runtimes applicatifs qui sont extraordinaires, mais les outils de développement sont merdiques. Tout à fait. Une des forces de Mono, c'est que non seulement on a implémenté une machine virtuelle, on a implémenté des API par-dessus pour pouvoir porter des applications .NET, mais on a aussi tout un écosystème autour avec un environnement de développement MonoDevelop qui au jour d'aujourd'hui permet de prendre une solution Visual Studio et directement de travailler dessus, de pouvoir le recompiler et qu'ensuite une autre personne sous Visual Studio puisse continuer à utiliser cette solution. Donc on a vraiment une interopérabilité d'une plateforme vers une autre. Tout à fait. Donc vous supportez les mêmes points SLN. Les points SLN, les points CSproj, ce qui permet à quelqu'un de travailler sur MonoDevelop pendant que ses collègues travaillent sur Visual Studio sans aucun problème. On va revenir un peu plus en détail sur tout l'écosystème. Là, à cette ci, on va juste dire il y a un environnement de développement, mais le gros défi, chaque développeur qui utilise la plateforme .NET va le savoir, le framework, les API, ce n'est pas que quelques lignes de code, c'est des millions de lignes de code. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas eu besoin de refaire tout le framework de bout en bout, parce qu'il y a des choses qui étaient probablement très attachées à Windows, mais je suis sûr que vous avez refait toutes les base classes. Donc, tout à fait. Parce que ça, c'est comme, ça fait pas partie de la fondation, mais c'est très proche de la fondation. En fait, il n'y a pas énormément de choses qu'on n'a pas pu implémenter parce qu'elles sont très liées à Windows. Il y a tout ce qui est dans le système .management qui est lié à WMI qu'on n'a pas implémenté. Il y a tout ce qui est système Enterprise Services qui était lié à DECOM qu'on n'a pas implémenté. Probablement tout ce qui est lié aussi avec Active Directory. Les avez-vous fait les services de
Peut-être que vous les avez faites parce qu'ils n'étaient pas liés forcément à une directory. Ils pouvaient être sur n'importe quel LDAP. Je suis pas sûr que celles-ci ont été implémentées. Par contre, on a une librairie pour taper dans du LDAP qui nous est propre et qui doit marcher avec Active Directory. Mais sinon, pour tout le reste, c'est vrai qu'on l'a implémenté. Donc aujourd'hui, vous avez tout l'équivalent de ce qui serait le WinForm. Alors, si on veut faire une description par partie de ce qu'on a, donc et par version qu'on peut prendre depuis le début. Donc maintenant que .NET 1 est sorti il y a un petit moment déjà, couple d'années. Donc on supporte presque tout dans .NET 1 sauf System.management et System.enterprise services dont je vous parlais. Ensuite .NET 2 est sorti. Donc on supporte la quasi-intégralité de ce qu'il y a dans .NET 2. Une partie qu'on supporte pas, c'est les web parts dans ASP.NET 2. OK. Voilà, mais sinon on supporte les génériques, tout ça c'est Sharp 2, tout ça c'est des choses qui marchent. Ensuite .NET 3 est sorti. Et là c'est une release de .NET sur laquelle on est un petit peu passé. Parce que c'était des librairies. C'était pas vraiment le framework restait le même. Le framework, .NET 3 fonctionne au-dessus du runtime .NET 2. Puis les librairies, c'était WPF d'un bord, WCF de l'autre côté pour la communication et Workflow Foundation. Puis c'est dans votre cas à vous, il y avait toute une réflexion de dire est-ce qu'on veut implémenter WPF, est-ce qu'on veut implémenter Windows Communication Foundation, est-ce qu'on veut implémter Workflow Foundation. Donc c'est des questions qu'on s'est posées et maintenant on a les réponses. Les réponses étaient non, on ne fera pas. Pour l'instant, on n'a aucun plan en ce qui concerne WPF. Concernant Workflow Foundation, ça fait partie des choses qu'on pense implémenter. Mais je trouve qu'on a bien fait de pas l'implémenter vu qu'il a été réécrit entre .NET 3 et .NET 4. Effectivement. Tout à fait. Donc vous allez attendre que Microsoft ait stabilisé puis qu'il y ait une solution éprouvée puis vous allez dire le jour où ça sera fait. Voilà. Laissez Microsoft faire la recherche. Et on a un mode de développement qui est très axé parce que nos utilisateurs nous demandent. Et à vrai dire, on n'a pas eu beaucoup de demandes sur Workflow Foundation. Mais Windows Communication Foundation, on a eu beaucoup plus de demandes sur WCF. Et donc récemment, on a mis plus de personnes sur WCF. Et donc on supporte une partie de WCF. La partie de WCF qu'on supporte bien, c'est le subset qu'on trouve dans Silverlight. Ah, ok. À travers notre implémentation Moonlight. Ah. Et donc ça fait le tour de la 3. 3.5. Link et tout ça. Est-ce que vous êtes attaqué à tous ces ajouts-là que Microsoft a fait? On s'y est attaqué. Je peux même en parler vu que j'ai implémenté Link, les expression trees dans notre implémentation de System Core. Okay. C# 3 a été implémenté. XML, Link to XML a été implémenté. On a une version de Link to SQL. Et donc on implémente presque tout .NET 3.5. Si je me souviens à l'époque, vous aviez implémenté des fonctionnalités avant même que Microsoft les ait ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement. On a la chance que Microsoft sorte des bêtas et des CTP 2 ans en avance. Donc nous, ça nous permet de prendre un petit peu d'avance. Et quand .NET 2 est sorti, on avait déjà les génériques implémentés. C'est ça là. C'est vrai que c'est rigolo. Et là, avec .NET 4 qui est sorti récemment. Donc des choses comme les code contracts, c'est des choses que vous avez dans votre plan de match. C'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Donc dans les code contracts, il nous manque quelques outils, mais on a le support dans les API. On a eu la chance de pouvoir intégrer la DLR et MEF, qui sont deux projets que Microsoft a sortis en open source, sous une licence qui nous permettent de les utiliser directement. Donc ça, c'est le fun. Surtout MEF. Le DLR aussi. Les deux, ce sont des gros morceaux et on est content de pouvoir les réutiliser tels quels. Puis c'est drôle parce que on parle que Microsoft lance ou libère certains de leurs projets. F#, je pense, ça a été annoncé la semaine dernière. La semaine dernière, F# a été sorti sous une licence Apache 2 qui va nous permettre de l'implémenter tel quel. Pas de l'implémenter, mais de le récupérer. On va pouvoir carrément F# avec Mono dans peu de temps. Tout à fait. On va pouvoir distribuer F# avec Mono. Donc, et
si on regarde ça, ça veut dire que ce que vous offrez, donc on a parlé des versions, mais après ça, ASP.NET. Donc si on regarde plus maintenant le framework lui-même. On supporte ASP.NET jusqu'à 4. Ça, c'était comme depuis le début, parce que c'était une plateforme ciblée. On supporte ASP.NET MVC qui a aussi été sorti en open source. On s'entend qu'il y a probablement beaucoup plus de votre auditoire qui s'intéresse à ce type de programmation-là que la vieille technique des webforms. Il faut pouvoir supporter les deux, les gens qui ont des applications en webform et les nouveaux développements sous ASP.NET MVC. En WinForms, elles n'ont pas beaucoup évolué à partir de .NET 2. Ouais. Donc nous, on s'est un peu arrêté là. On continue à fixer des bugs dessus, mais on n'a pas eu de nouveaux développements dessus. Mais au niveau de client lourd, on a Moonlight. Est-ce qu'on peut dire que c'est un client lourd ou... Oh boy. C'est un client lourd qui roule dans un furteur. Parce que Moonlight, on s'entend, c'est la version, votre implémentation de Silverlight. C'est notre implémentation de Silverlight. D'où le jeu de mots, Moonlight, Silverlight. Ouais, Silverlight. et donc, on va bientôt sortir Moonlight 3, qui correspond à Silverlight 3 avec des petits morceaux de Silverlight 4. Il faut dire que Microsoft a été très très rapide sur Silverlight, avec un rythme effréné, ce qui fait qu'on a eu il faut l'avouer, un peu de mal à suivre. Mais il y avait beaucoup de ressources, eux autres. Mais on a cravaché derrière pour sortir des versions qui suivent. Mais a priori, de ce que j'ai pu comprendre, Silverlight va peut-être un petit peu ralentir pour nous laisser le temps de revenir. Oui, ils sont revenus à un rythme de release plus normal. Plus calme. Faut dire qu'ils voulaient juste rejoindre ce qu'offrait Flash d'un côté, Flex d'un côté. Donc, un coup qu'ils y arrivent au pair, là, ils sentent moins de pression du marché. Mais là, les développeurs .NET sous Windows traditionnel qui nous écoutent, mon Dieu, je pourrais peut-être faire à peu près tout ce que je fais présentement sur Windows, je pourrais le faire rouler sur Linux. Ou sur un Mac. Ou sous un Mac, parce que c'est vrai que Apple étant une plateforme qui est en train de monter à grande vitesse, on a beaucoup de demandes d'utilisation de Mono sous Mac. Et oui, ça devient une alternative qui est de plus en plus tentante. Et pour le développeur Windows sous Visual Studio, il y a une chose simple qu'il peut faire, c'est télécharger un outil qui s'appelle MoMA, M-O-M-A, ce qui signifie Mono Migration Analyzer, qui prend une application, qui va l'analyser et qui va vous dire si vous utilisez des choses qui n'existent pas dans Mono ou qui ne sont pas implémentées dans Mono, ou qui font que l'application ne pourrait pas fonctionner sur Mono, par exemple en utilisant du code natif à l'intérieur de Windows, à travers un pinvoke, par exemple. Et donc ça donne une indication très rapide de est-ce que votre application est portable sous Mono ou pas. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément d'applications qui sont susceptibles d'être portées avec très peu de changements. Mais si on prend par exemple une librairie de logique métier, ça devrait passer sans problème. Ça devrait passer sans problème. Et si après elle a des comportements spéciaux parce qu'elle utilise des API un peu exotiques, il y a toujours moyen de l'abstraire pour pouvoir la faire tourner sur les deux plateformes. C'est ça, parce que ce que ça permet, ces outils-là, c'est de pouvoir facilement évaluer quels seraient les efforts pour supporter une autre plateforme que Windows, comme client, par exemple, en disant, je voudrais aller vers le Mac. Et vous, le projet Mono, on va y venir. Maintenant, vous êtes embarqué dans des choses qui sont plus juste de porter ce que Microsoft fait, mais aussi de supporter des nouveaux types de plateformes qui sont même pas partie de l'écosystème Microsoft. Traditionnel Microsoft. On pense à tout ce qui va être l'iPhone, Android. Donc, puis ça semble être comme un positionnement stratégique que vous voulez prendre, c'est-à-dire favoriser le développement avec un environnement .NET, mais pour cibler pas simplement des clients classiques comme le client web ou un client lourd, mais tout ce qui sont les mobiles. Tout à fait. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, avec une stratégie d'offrir un environnement de développement qui est basé sur le même standard que .NET, mais qui en soi a ses propres valeurs et ses propres intérêts. Mais là, c'est différent quand vous faites Monotouch ou quand vous avez fait Monodroid. Là,
Absolument, là, vous copiez. Donc, vous regardez ce que Microsoft a spécifié, vous dites c'est ça la cible. Mais dans ce cas-là, il fallait que vous inventiez la cible. Donc, il y avait un défi, un double défi. Quand je dis inventer, c'est que vous vouliez créer une couche d'abstraction au-dessus, par exemple, des API natifs qu'Apple fournissait sur l'iPod. Donc, comment vous êtes pris par rapport à ce défi-là qui était nouveau pour votre organisation? C'est des choses avec lesquelles l'équipe Mono avait déjà l'habitude de travailler en tant que méthodologie, parce que, par exemple, depuis le début ou presque, on a fourni un wrapper qui s'appelle GTK Sharp, qui permet de développer des applications avec le toolkit GTK, aussi bien sous Linux que sous Mac, que sous Windows. Oui, donc c'était pas une nouveauté pour vous. Vous faisiez ça depuis le début, de par le fait que Miguel avait été un des concepteurs d'un système de fenêtrage. C'était pas nouveau. C'était pas nouveau. C'était quelque chose qui est dans votre culture puis dans le sang que vous avez dans vos veines. Tout à fait. Donc de fournir des wrappers par-dessus une couche existante native et de pouvoir l'offrir à la programmation par-dessus Mono. Et donc, si on fait un petit rappel avec MonoTouch qui est un produit maintenant commercial de Novell qui permet d'écrire des applications pour le système d'exploitation iOS d'Apple avec Mono et C#. Donc iOS, c'est le système d'exploitation du iPhone, de l'iPhone, de l'iPad et des iPod Touch et même de l'Apple TV, je crois. Et donc nous, notre stratégie là-dessus, qui est la même avec Monodroid pour développer sur Android, c'est de dire qu'on va fournir un accès aux développeurs à toutes les API que fournissent ces plateformes, mais on va lui fournir avec une vue .NET que le développeur va reconnaître. Mais là, on s'entend. Quand tu programmes pour MonoTouch, l'API qu'on te fournit, la couche d'abstraction qu'on te fournit, ce n'est pas du tout la même que tu vas retrouver quand tu vas faire du Monodroid. Ça peut se ressembler à un certain niveau parce que, par exemple, dans certains cas, vous devez supporter les gestes. Dans les deux, on va retrouver retrouver des boutons. Dans les deux, on va retrouver des textbox. Mais c'est des API développées spécialisées pour chacune des plateformes. Tout à fait. C'est quelque chose, ça fait partie de notre stratégie. Plutôt que de faire une API qui va marcher mal partout, on va en fait wrapper les API natives du système que l'on cible pour fournir aux développeurs l'accès à tout ce qu'il y a sur son système. C'est probablement ce qui explique que même si au tout début, les gens d'Apple avaient annoncé que vous faisiez partie du lot de ce qu'ils considéraient comme des API génériques, parce qu'on sait qu'il y a eu toute une polémique, il y a quoi maintenant? 6 mois, 8 mois? 6 mois. Alors, il y a eu toute une polémique. Ils se sont bien gardés de citer des noms, hein. Mais ils disaient dans leurs conditions d'utilisation qu'il fallait utiliser les langages C, C++ ou Objective-C pour développer des applications pour iOS. Et donc, potentiellement, il y avait des questions qui se posaient sur MonoTouch. Donc, pour rappeler l'histoire. Donc, il y a 6 mois, mais Apple annonce que... Fait un changement dans sa licence d'utilisation ou de développement. Ouais. Et il stipule que dorénavant, si tu développes pas avec ces 3 langages-là... Les langages Apple. Donc, tout le monde interprète ça en disant, si tu n'utilises pas les environnements de développement Apple... on peut faire un petit tutoriel ici, sont peut-être pas les meilleurs sur le marché, en tout cas les plus simples à utiliser, on s'entend. Mais là, ça arrêtera mon discours éditorial. Donc, il dit, si vous n'utilisez pas ça, vous aurez plus le droit de pouvoir déployer vos applications à travers notre magasin, notre store, et on sait que c'est le seul mécanisme. Donc, c'est comme s'il venait de décider que il n'y avait qu'une seule bonne façon de développer du logiciel. Ça a créé toute la polémique parce que justement, tout le monde qui, eux, avait investi beaucoup du côté MonoTouch se retrouvait un peu le bec à l'eau. Oui, ou d'autres frameworks qui permettent de développer avec d'autres langages. Parce qu'on envoyait beaucoup C'est vrai que c'est un sujet qui est très sensible de priver un développeur de son langage. Mais en cours, au bout de 6 mois, 1 an ou 2 ans de bataille juridique, ça aurait jamais tenu, cette histoire-là. Oui, mais ça coûte cher, aller en cours. Et puis eux autres, ils ont les moyens avec leur capital boursier. Mais là, ce qui s'est passé... trouve qu'il y a quelques mois, Apple a sorti donc une nouvelle version, un correctif de ces conditions, où il stipule où ils enlèvent cette clause qui pouvait poser problème. Heureusement. Donc, heureusement pour MonoTouch. Il n'y a pas d'épée de Damoclès sur MonoTouch présentement. Là. Présentement, non. Donc, du coup, Et je pense que c'est une réaction aussi parce que c'était assez virulent sur le web. Là, tout d'un coup, le gentil Apple que tout le monde trouvait très à la mode, cool, tout d'un coup devenait
en tout cas, la perception, les gens disaient, est-ce qu'Apple est devenu le méchant Microsoft? Parce qu'on sait que depuis plusieurs années, on aime ça, dire que Microsoft a une culture méchante. Ce qui, pour moi, est très proche de l'équipe. Toi aussi, Guy, c'est peut-être pas la réalité, mais ça reste quand même un des mythes de l'industrie. Mais là, tout d'un coup, sur le web, c'était comme, c'est maintenant Apple le méchant. Et là, ils ont essayé de rectifier le tir parce qu'on sait qu'ils sont très bons dans leur message marketing. Ils sont bons, en tout cas, à comprendre rapidement quand ils font une erreur. Et puis heureusement pour vous, parce que ça vous a permis de renaître puis de reprendre du poil de la bête. De reprendre, et puis voilà, de conforter les gens qui avaient choisi Monotouch pour développer leurs applications. Et voilà, d'ôter tout doute et de pouvoir et faire en sorte que les personnes intéressées par Monotouch puissent se lancer. Mais là, comment ça fonctionne? Mettons que si on prend habituellement, là, tu déploies une application à partir du je sais pas si je vais rentrer trop dans un détail technique. Tu m'arrêteras si tu te sens mal à l'aise, parce que je veux pas te mettre dans un. Mais il y a aucun problème. Moi, mettons, j'ai un iPhone. Je m'en vais sur le store, je vais chercher une application, mais qui a été développée avec Monotouch. Donc, l'application, ça y prend une coquille de démarrage que vous devez fournir. Donc, comment vous faites en sorte que pour le iOS, ils disent c'est une application totalement native pour moi, mais vous trouvez moyen de faire en sorte de pouvoir charger vos librairies et tout. Donc, comment ça se passe pratico-pratique dans le chargement? Parce qu'il y a quand même une certaine, pas de magie, mais il y a quand même un défi technique pour vous. Il y a un petit défi technique qui consiste juste à dire que quand on crée une application Monotouch, cette application Monotouch va, au lieu de lancer juste une application normale, va lancer la machine virtuelle Mono et qui, elle, va lancer l'application qui a été écrite. Donc, ça veut dire que quand bon vieux bootstrapper. Ben oui, donc ça veut dire que quand on compile avec Monotouch, il va toujours mettre ce bootstrapper-là comme point d'entrée pour être sûr que point d'entrée dans l'application. Tout le framework puis Mono va être présent pour après ça le bootstrapper va terminer en disant je vais charger ta vraie application à toi puis elle va avoir tout l'environnement qu'elle a besoin. Exactement. Alors, il y a juste un détail technique à connaître dans Monotouch qui est assez spécifique, c'est que iOS, donc ce système d'exploitation, ne permet pas aux applications tierces de créer des pages en mémoire qui sont et en écriture et en exécution. Donc concrètement, ça interdit la création d'un just-in-time compiler qui va émettre du code natif à l'exécution. Parce que Apple veut se protéger contre les gens qui feraient des librairies génériques puis qui seraient juste des interpréteurs. Puis à quelque part, c'est parce que les autres aussi, on sait que Apple veut vraiment bloquer tout ce qui serait. C'est juste un acte de préservation où ils veulent s'empêcher surtout des risques liés à la sécurité, j'imagine. Aussi. Et ensuite, peut-être pour aussi garder un contrôle plus ferme sur la plateforme. Mais il se trouve que nous, on a tout simplement une réponse technique à ça, où en fait, au lieu d'utiliser la machine virtuelle Mono dans son utilisation habituelle qui consiste à avoir un just-in-time compiler, on va générer le code en amont, on va lier la machine virtuelle dans ce code, et au final, on aura juste une application native qu'on n'aura plus qu'à déployer en tant qu'application pour iOS. Mais là, ça doit faire quand même des applications plus grosses si vous précompilez à l'avance. Voilà, ça fait effectivement des applications qui sont plus grosses qu'une application normale parce qu'il faut qu'elles contiennent une version qu'on a allégée de la machine virtuelle .NET et qui vont contenir les librairies qui sont nécessaires à l'exécution de l'application, qui ont elles aussi été modifiées pour être les plus petites possibles. Donc c'est pour ça que vous aviez tout l'outillage pour modifier parce que vous vouliez même pas traverser sur le fil des mégabytes. J'utiliserai même pas le terme gigabyte, mais des mégabytes. Là. Vous restez quand même dans des applications qui sont de la même taille ou un petit peu plus grosses que ce qu'on ferait. Il est vrai un petit peu plus grosses que ce qu'on ferait juste avec du code en Objective-C parce qu'il y a le runtime. Mais plus facile à programmer, c'est sûr. Si on veut donner des chiffres tout simples, la plus petite application Monotouch ferait entre 3 et 4 mégas, sachant que la limite maintenant pour télécharger une application à partir de la 3G, non pas du Wi-Fi, doit être à 20 mégas. Donc ça laisse pas mal de place pour le code en lui-même, pour donc, les ce que tu me dis, c'est si tu fais une application qui a plus que 20 MB, Apple te permettra pas de la déployer?
Apple va permettre de la déployer, mais on ne pourra pas la télécharger si on n'est pas connecté en Wi-Fi. Ah, ok, je comprends. Ouais. Au niveau du développement, est-ce que il y a des limitations par rapport à ce qu'on connaît dans la version, par exemple, complète de Monotouch ou de .NET? Alors en fait, on a créé un profil. On a appelé ça un profil, qui est donc une collection de librairies qui sont une version un petit peu mix entre le framework .NET 3.5 et Silverlight, pour avoir un ensemble fixe de fonctionnalités qu'on propose, tout en enlevant le surplus. Et donc on a quelque chose qui est entre les deux, entre Silverlight et .NET 3.5 en termes de fonctionnalités. Ça pour Moonlight? Pour Monotouch. Pour Monotouch. Attends, quand tu dis entre Silverlight, qu'est-ce que c'est littéralement vous allez rouler comme une application Silverlight mais qui est précompilée, qui est littéralement? Alors, techniquement, ça a rien à voir avec Silverlight, qui est complètement à part. Mais ce qu'on a réutilisé à partir de Silverlight, c'est le fait d'avoir une version propre de la MS Core Lib. Ah, ok, je comprends. La MS Core Lib. Donc c'est pas tant le visuel c'est que ce qui se le passe en cœur. arrière. Là. Ouais. Oui, parce que concernant le visuel, il n'y a pas du tout de Moonlight dans Monotouch pour l'instant. Mm-hmm. Puis il devrait pas en avoir de toute façon. Il y a pas vraiment de besoin dans la mesure où tu appelles toi par les API, la couche d'attraction que vous avez faite, vous appelez l'API de iPod, du iPhone, qui elle s'occupe de faire les. Exactement, mais peut-être qu'à terme il y aura des gens qui voudront déployer des applications qu'ils ont écrites sur Silverlight sur l'iPhone. Mais si vous faites ça, est-ce que vous n'avez pas rentré un peu en conflit avec les gens d'Apple qui disent non, on veut pas que ça soit des applications un peu génériques qui sont juste recompilées pour nos différentes plateformes? Ils l'ont enlevé cette limite, non? Ah, c'est intéressant. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, vous vous embarquez pas trop sur cette piste-là, parce que vous voulez peut-être pas réveiller le loup qui dort. Mais il y a un futur intéressant devant nous. On verra comment les choses vont évoluer. Exactement. Pour un développeur qui s'intéresserait à Monotouch, un développeur .NET, Windows, là, qu'est-ce que ça prend là, pour développer avec Monotouch? Qu'est-ce que ça prend? Alors, Monotouch, c'est un produit qui va fonctionner exclusivement sous macOS parce que on utilise le SDK d'Apple pour. Donc, tu as déjà identifié deux éléments là. Deux éléments. Il va falloir avoir un Macintosh. Oui. Il va falloir avoir le SDK pour iOS. Donc, faut s'enregistrer comme développeur. Donc, on a les mêmes contraintes que si on voudrait faire du développement pour iOS natif, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses ça sur un Mac. Qui aujourd'hui est une contrainte que beaucoup de développeurs Windows font comme, moi j'ai pas de Mac et certains vont dire, je ne planifie pas d'acheter un Mac à court terme. Écoute, un Mac mini, là, c'est 750 $. C'est ridicule, là. Au niveau de l'environnement de développement, lui? Alors, au niveau de l'environnement de développement, vu qu'on est sous Mac, on n'a pas Visual Studio. Okay. Mais nous, on fournit un plugin pour MonoDevelop qui va automatiser la distribution des applications iPhone, qui va se connecter, qui va avoir des connexions vers les outils du SDK iOS pour créer des interfaces à travers un outil qui s'appelle Interface Builder. On est toujours sur Macintosh. Là. Toujours sur Macintosh. Parfait. Donc vous essayez de réutiliser le maximum. Vous essayez de réutiliser le maximum de ce qui est disponible avec les outils fournis par Apple. Tout à fait. Parce que vous présumez que vous allez être sur un Mac. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas trop le choix pour l'instant. Parce qu'on n'a pas non plus des équipes phénoménales qui pourraient nous réimplémenter un designer d'application sous Windows. Mais ça fait du sens de pas mettre des efforts incroyables sur le fait on va permettre aux gens de développer par exemple sur Windows, sur Linux. Tout à fait, parce que ça permet donc très rapidement de commencer à développer en réutilisant les outils. Ça permet d'aller très vite avec Monotouch et en une demi-journée d'avoir une première version de l'application qu'on peut tester sur notre téléphone. Donc, si, par exemple, j'ai une librairie métier, de la logique d'affaires, tout ça, une DLL, je pourrais, en théorie, la réutiliser telle quelle en C# sur Monotouch? Oui, alors le workflow va être similaire à la réutilisation d'une librairie pour Silverlight, sachant que les librairies pour Silverlight sont un petit peu différentes de celle du framework desktop .NET. Il faut recompiler les applications pour Silverlight. Et bien là, c'est la même chose. Il va falloir recompiler pour cibler
les librairies Monotouch. Donc, on prend le code source. On prend le code source et on recompile. Non, Et puis, on rebâtit l'interface usagée, donc le UI. Et on rebâtit l'UI en utilisant les applications, les API que fournit Monotouch pour afficher directement les contrôles natifs d'iOS. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, excuse-moi Mario, Moi, vas-y, Guy. c'est que on peut réutiliser une partie de notre code qui peut, dans certains cas, qui peut être le cœur là, de applicatif, Tout à fait. de Windows sur Linux et aussi sur des plateformes mobiles comme Monotouch. Comme Monotouch. et Android. Et à terme, Et à terme Android avec Monodroid, qui est pour l'instant encore au jour d'aujourd'hui en preview, fermé. Donc il faut s'enregistrer sur le site pour y avoir accès. C'est même pas une alpha, c'est même pas une bêta, mais c'est quelque chose sur lequel on Mais travaille. là, ça va être du développement sur une plateforme Windows pour Monodroid ou ça va être une Pour Monodroid, pour l'instant, ce qu'on a, c'est qu'on a un plugin Visual Studio 2010 qui permet, à partir de Visual Studio, de créer une application Android, de lancer l'émulateur, de débugger à partir de Visual Studio directement. C'est vraiment sympa. Oui. Mais ça reste, pour l'instant, que ça reste une preview. Vous auriez pu aussi, dans tout l'outillage, à un moment donné, décider de dire, plutôt que de créer l'outillage sous une plateforme Linux, vous auriez pu dire, on va considérer Linux comme juste une plateforme de déploiement et faire tous des plugins dans l'outillage de Microsoft, c'est-à-dire comme vous faites avec Droid, parce que là, ce que vous faites, c'est, vous faites le plugin dans Visual Studio 2010 et vous dites, quand tu déploies, ton Android, c'est juste une plateforme de déploiement. Ça n'avait pas été le choix qui avait été pris par l'équipe Mono originalement parce qu'ils ont décidé de faire Mono Develop et tout ça, ce qui était naturel parce que on sait d'où vient Miguel, mais ça me surprend un peu de voir le choix que vous avez pris pour Monodroid. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'OS Android sur lequel... Sachant que Monodroid peut être développé des trois plateformes, Ouais. Mhm. nous on cherche juste à apporter de la plus-value aux ouais. développeurs qui veulent utiliser C# sur Android, sachant que Android est déjà programmable en Java, donc il y a beaucoup de gens qui vont se tourner naturellement oui. vers Java. Ouais. Nous on cherche juste à apporter une plus-value, Donc en allant vers de dire utiliser Visual Studio pour l'instant qui est un outil qui est très utilisé pour développer en C# pour Android. Et à terme, dans notre roadmap, on va aussi créer un plugin pour Monodevelop oui. pour que les gens, par exemple, pour que les gens qui font du développement Monotouch puissent faire du Monotouch et du Monodroid à partir du même Mac. Oui, puis vous répondez aux besoins le plus criant en premier, c'est-à-dire de développer sur la plateforme Windows pour Android, et ensuite vous allez Et couvrir. ensuite, on va continuer Puis à développer. on s'entend, vous devriez avoir l'appui de Microsoft pour ça théoriquement, parce que pour eux, à toutes les fois que vous gardez un développeur dans l'écosystème Microsoft, sur C# plutôt qu'il aille sur Java, c'est un gain pour Microsoft. Donc, ils devraient vous ouvrir toutes les portes et même faire connaître votre Monodroid tout azimut. Peut-être. Pour l'instant, on n'en est encore qu'à une preview, comme je disais. Le produit est vraiment pas terminé. Mhm. On va voir comment est-ce que la relation va évoluer, mais c'est vrai que nous, on pense que c'est un plus pour Microsoft, mais aussi pour tous les développeurs, sachant qu'il y a Windows Phone 7 qui vient de sortir. Mhm. Ça veut, avec Windows Phone 7, Monotouch et Monodroid, Tu développes pour toutes les trois plateformes avec le même environnement de développement, ou en tout cas le même langage, le même paradigme de développement. Et ce qui est intéressant, c'est par la bande, c'est qu'il y a sûrement des développeurs qui vont être attirés par ce nouvel environnement-là, peut-être qui faisaient du Java ou autre langage, qui vont se mettre à découvrir C#, .NET. Donc qui vont utiliser la plateforme qui n'auraient pas utilisé qu'ils n'auraient pas utilisé forcément parce que et qui vont pouvoir découvrir les avantages de cette plateforme, qui est peut-être pas une solution miracle pour tout, mais qui a énormément de qualité. Ouais, effectivement. C'est pour ça qu'on s'est mis à bosser sur Mono, c'est parce qu'on croit aux qualités de cette plateforme. Et ce qui est intéressant aussi avec Monotouch, c'est que vous avez un modèle d'affaires qui génère des revenus là. Oui, avec Monotouch, c'est un des premiers produits qu'on a fait à partir de notre R&D sur ce produit commercial, là. Donc il faut l'acheter. Donc comparativement à Mono sur Linux ou
le revenu, les sources de revenus, c'est le support, j'imagine. Traditionnellement, ce qu'on voit là dans le monde Linux, c'est que le produit est gratuit, puis ensuite on le... Ça va être le support ou ça va être certaines versions customisées du runtime Mono. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que et paradoxalement, ça va amener peut-être d'autres personnes, des personnes qui ont plus l'habitude de payer pour leurs outils et qui vont acheter Monotouch parce qu'ils ont l'habitude de payer pour leurs outils comme Visual Studio et qui vont découvrir un autre monde qui est celui de Mono. Ouais, on parle de $500. Probablement 400 pour un développeur simple. J'imagine Monodroid va être aussi un produit probablement commercial aussi. Ça va être un produit commercial. Les prix n'ont pas été fixés, mais on pense que ce sera assez similaire à ce qu'on a avec Monotouch. Donc avec Monotouch, ce qu'on a pu s'apercevoir, c'est qu'avec ces gens qui venaient un petit peu en découvrant la plateforme, ils avaient entendu parler de Mono, mais Monotouch a été leur premier vrai contact avec Mono. Il y avait une souffrance telle qu'ils disaient j'ai pas le choix, faut que je commence. C'était soit ça ou soit je développe Objective-C. avec Objective-C. Et... Voilà, et donc ils ont réutilisé les plateformes qu'ils connaissaient. Et le feedback amusant qu'on a pu recevoir, c'est mais en fait Mono ça marche. Comme si ça marchait pas avant. Comme si ça marchait pas avant, exactement. Donc nous, oui, on le sait, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, mais les gens ne le savaient pas forcément. Et à travers ces produits Monotouch et à terme Monodroid, ils vont pouvoir avoir accès à Mono. Et oui, et voilà, Mono, ça marche. Et là, le fait que le Macintosh lui-même, comme plateforme PC, là, on s'entend, reprend du poids de la bête, ça veut dire que le futur est un monde disparate les clients vont être multiplateformes et votre modèle va être encore probablement... Moi, je pense que vous avez un brillant futur devant vous. J'espère. Parce que c'est intéressant, c'est la cross-pollinisation d'attirer les développeurs vers Mono, donc ils voient le bénéfice de Mono, puis aussi on parlait tout à l'heure donc des développeurs qui connaissaient pas C# ou .NET qui vont par la bande être aussi exposés parce à que .NET. En tout cas, ça va être un positionnement éditorial. Je pense que j'ai eu de la misère à imaginer une plus grande pénétration des clients lourds sur une plateforme Linux. Je pense surtout rester comme ça parce que, bon, à moins que la plateforme évoluerait et elle deviendrait vraiment, vraiment simple. Mais donc, en tout cas, ça vaut ce que je dis, mais le Macintosh, je crois que ça va vous amener encore aussi beaucoup de gens qui vont se dire je peux utiliser Mono et déployer mes applications nativement sur un Mac, mais toujours en continuant à programmer en C#, en utilisant les modèles, les paradigmes de programmation que je connais. Donc ça va probablement vous ouvrir aussi un autre marché. Tout à fait. À la suite de Monotouch, nous, on a développé, avec l'expertise qu'on a eue en développant pour Monotouch, on a appliqué les mêmes processus de développement en recréant un outil qui s'appelle Monomac. Et qui va à terme, c'est encore en développement, qui va à terme fournir le même modèle de développement que Monotouch, mais pour OS 10. Ouais. Donc là, c'est intéressant parce que maintenant, le modèle, c'est vraiment Mono. Choisissez votre plateforme de choix, elle va apparaître un jour. Il y a Monomac, il y a Mono Touch, il y a Monodroid. Je te posais la question, est-ce qu'il va y avoir Mono Windows Phone 7? Puis là, t'as parti à rire en disant non, pas vraiment parce que... Non, pas vraiment parce que tout d'abord, pour l'instant, le seul moyen de développer pour Windows Phone 7, c'est en C# par-dessus ce que Microsoft fournit, c'est-à-dire une version du Compact Framework avec une couche Silverlight pour l'interface. Mais on pense que Mono a un certain intérêt quand même pour le Windows Phone 7. Windows Phone 7 étant basé sur le Compact Framework, le Compact Framework est une version très très simplifiée en termes de librairie. Ben oui, donc vous pourriez vous charger, mettre votre framework et faire des applications plus sophistiquées. Peut-être pas tout notre framework, mais en tout cas, les gens peuvent réutiliser du code de Mono dans des applications Windows Phone 7. À titre d'exemple, il y a peut-être un mois de ça, sur mon blog, on peut trouver cet exemple de code. J'ai fourni une librairie qui implémente le support d'iQueryable et de la compilation des expression trees de Link à travers un petit trick qui est l'interprétation de ces expressions pour Windows Phone 7, parce que ce sont deux choses
qui ne sont pas par défaut dans le Compact Framework, mais en récupérant du code de Mono, avec une licence, vu que notre licence permet de le faire, les gens peuvent prendre le code de Mono dans leurs applications Windows Phone 7 pour apporter des fonctionnalités que le SDK de Windows Phone 7 ne fournit pas encore. Écoute, Jean-Baptiste, ça fait le tour pas mal de l'écosystème Mono. Ça nous permet de comprendre tout ce qu'on peut y voir et surtout de s'apercevoir qu'il y a probablement, pour beaucoup de nos auditeurs, intéressez-vous à Mono parce que votre futur est probablement, si vous voulez développer pour autre chose qu'une plateforme Windows, il y a peut-être des chances que vous soyez un jour en train de développer avec Mono, que ce soit Mono Mac, Mono Touch, Mono Droid. Nous, en terminant, ce qu'on aime demander à notre invité, c'est là un blog, un livre, un projet open source ou quelque chose que tu trouves intéressant et que tu aimerais recommander à nos auditeurs. Oui, alors je sors tout juste d'une conférence donnée par un ami à moi qui s'appelle Rodrigo de Oliveira, qui est l'auteur du projet open source Boo, qui est un langage de programmation. Donc Boo, B-O-O. B-O-O. Donc ce qu'on trouve très facilement sur Google, qui est non seulement un langage de programmation, mais aussi une infrastructure de compilation pour d'autres langages. Sa conférence était très intéressante, le projet aussi, et je crois que ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Est-ce que je me trompe, mais moi, ma compréhension de Boo, c'est que c'est littéralement un langage pour créer d'autres langages. C'est-à-dire c'est une plateforme pour faire ce qu'on appelle des domain specific language. Est-ce que je suis Ça peut être utilisé comme ça. En soi, c'est un langage de programmation de plus pour .NET, qui a une spécificité d'avoir un compilateur qui est complètement ouvert, donc qui va pouvoir être utilisé pour créer des DSL, mais aussi tout simplement pour créer des nouveaux paradigmes de programmation avec un langage à macro, avec du pattern matching intégré au langage. Et ça vaut vraiment le coup d'aller lire le manifesto sur ce site qui décrit pourquoi Boo a été créé et dans quel but. Et je crois que c'est assez intéressant de jeter un coup d'œil. Donc, Boo, donc tous ceux qui ont un intérêt vers ce que tu disais, les DSL, les domaines specific language. Les DSL, les langages de programmation, la compilation, ou comment simplifier son travail de développeur. On va mettre le lien sur notre site. Ben, nous, on te remercie. On fait la pause et on revient avec les actualités. Merci. Les actualités avec Guy Barrette. Je change de voix toutes les semaines. Les actualités. Guy, Oui. qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Des deux dernières semaines, c'est les rebondissements du PDC. Il y en a une qu'on vient de dire lors de notre entrevue. F-Sharp qui est maintenant dans le domaine public. Oui, C'est une actualité. Oui. En tout cas, c'est une actualité importante. Il n'y a pas juste F-Sharp, il y a aussi, une semaine avant cette annonce-là, il y a Iron Ruby et Iron Python que Microsoft aussi redonné à la communauté avec une licence Apache. Si je peux commenter sur Iron Ruby et Iron Python, ils les ont donc relâchés à la communauté et deux des personnes qui ont été nommées pour s'en occuper. En plus d'autres personnes, c'est Miguel de Icaza et moi. Et est-ce que toi, tu as un langage en particulier ou c'est les deux langages dans lesquels tu vas... Moi, j'ai contribué un petit peu à Iron Ruby et à Iron Python pour être toujours sûr qu'ils fonctionnaient sur Mono. Et voilà, on va continuer à travailler avec eux pour être sûr que et Iron Python et Iron Ruby supportent Mono comme plateforme de choix en même temps que .NET. Est-ce que tu pourrais juste expliquer qu'est-ce que au niveau de la communauté là, qu'est-ce que ça veut dire exactement quand Microsoft fait ce geste-là? C'est-à-dire qu'il y a une technologie et qu'il la relâche là, sous la licence Apache. Ça veut dire quoi? Ça faisait déjà un petit moment qu'elle était sous licence Apache pour Iron Ruby et Iron Python. Ce qui s'est passé il y a un mois maintenant, c'est que eux se sont désengagés du développement. OK. Ça veut dire qu'ils ne vont plus payer des gens pour travailler à plein temps dessus. D'accord. Ce qui, je pense, n'est pas forcément un mal pour un projet comme Iron Ruby ou Iron Python, qui vont pouvoir du coup toucher une communauté de gens qui vont vouloir aller modifier et implémenter des fonctionnalités dans ces langages, ce qui n'était pas possible avant parce que en tant que langage Microsoft, les gens n'avaient pas la possibilité de contribuer directement à l'interpréteur Iron Ruby et Iron Python. Donc le contrôle est complètement relâché. Contrairement à F-Sharp où là... Contrairement à F-Sharp, où là, ils l'ont juste sorti
sous une licence open source, Apache, alors qu'avant elle était sous une licence qui était particulière à F# et pas toujours facile à comprendre. OK. L'avantage de la licence Apache, c'est qu'elle est très très utilisée. Mhm. Et là, c'est juste un mouvement, je pense qu'on peut l'interpréter comme un mouvement d'ouverture pour F# vers l'open source et le libre, parce que F# a des racines universitaires et libres avec OCaml. Ouais, je pense que c'était un des freins à l'acceptation finalement d'F# au niveau universitaire. Au niveau universitaire, ouais. tout à fait. Mais par contre, Microsoft, si j'ai bien compris, Microsoft garde le contrôle sur le développement. Mais dans le cas de F#, ça veut aussi dire qu'il garde le contrôle sur le développement. Ça veut pas dire que d'autres personnes vont pouvoir contribuer directement à F#, sachant que F# maintenant est un produit qui est intégré à Visual Studio. Ouais, c'est ça. Puis ils vont respecter là, les releases là, aux 2 ans là, de Visual Studio là, pour avoir. Qui s'intègre dans Visual Studio tout court. S'intègre dans Visual Studio. Ouais. Et je pense que c'est que l'ouverture de F# en termes de licence est un pas vers l'open source. De notre côté, nous à Mono, ça veut dire qu'on va pouvoir distribuer F# et on a énormément de demandes de la part des universitaires ou d'autres personnes qui ont un background un peu plus orienté vers le libre, mais qui ont envie d'essayer les nouveautés de F# avec tout ce que F#. On s'entend, tout à l'heure, on va tous avoir 256 ou 512 processeurs dans nos petits laptops, et là, un langage fonctionnel comme F# vient vraiment ajouter beaucoup de valeur parce qu'on peut vraiment rouler tout notre code multiprocesseur parce que le langage favorise ça à la base. Tout à fait. Guy, ta prochaine nouvelle, j'aimerais ça que Jean-Baptiste reste avec nous, j'aimerais ça savoir ton opinion là-dessus. HTML5 versus Silverlight. Ben en fait, au PDC, Steve Ballmer, dans son keynote, a parlé d'HTML5, 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 d'HTML5. C'est-à-dire que la colle pour rouler sur multiplateforme, c'est HTML5. La journée même, Bob Muglia a été interviewé par Mary Jo Foley de ZDNet. Et ce que Bob Muglia disait, textuellement, il dit notre stratégie avec Silverlight a changé. C'est-à-dire que c'est plus un run everywhere. C'est plus un run everywhere. On va avoir des runtimes qui vont être spécifiques pour des différentes plateformes parce que maintenant la colle, si tu veux développer quelque chose qui va rouler sur toutes les plateformes, c'est HTML5. Sa citation pourrait prêter à confusion parce qu'on pouvait penser que ce qu'il semblait dire, c'est Silverlight maintenant est un langage surtout pour le Windows Phone 7. Ben en fait c'est ça, c'est que dans l'article de Mary Jo Foley, c'était comme Silverlight était relégué au rang de c'est le langage ou c'est l'outil pour Windows Phone 7, c'est à peu près tout. Il y a peut-être une ou deux autres applications. Alors ça a causé un tollé. Et nous à Montréal, c'était drôle parce qu'on a quelques MVP Silverlight, ou en tout cas des gens qui... Écoute, il y a des gens qui ont bâti leur entreprise là, sur ce développement-là, puis il y a des entreprises qui ont misé sur Silverlight. Donc ça, c'était le vendredi. Écoute, ça a été le bordel toute la fin de semaine, jusqu'à ce que Scott Guthrie, qui est un des VP qui s'occupe de tout Visual Studio, des outils de développement, des plateformes de développement, sur son blog, fasse une mise au point. Et là, disent clairement, puis dans des termes non équivoque, puis pas sans terme marketing, parce que Bob Muglia a fait une mise au point lui aussi, mais c'était noyé dans des termes de marketing. En tout cas, c'était vraiment pas clair. Scott Guthrie a vraiment dit clairement, regarde, depuis 2 ans, le monde autour de nous a changé énormément. On a de plus en plus d'appareils mobiles. Il va en avoir de plus en plus. Puis c'est des plateformes distinctes. Donc, la stratégie qu'on avait avec Silverlight, qui était de dire, on va avoir un runtime qui va être le même, qui va rouler partout, c'est plus réaliste. Donc, ce qu'il dit, c'est si tu veux vraiment atteindre toutes ces plateformes-là avec un code base ou quelque chose comme ça, vas-y avec HTML5. Mais Silverlight est pas prêt de mourir.
Moi, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Jean-Baptiste, mais personnellement, moi, c'était clair que, bon, Microsoft a investi beaucoup dans Silverlight, donc ça reste une plateforme importante pour eux, ou en tout cas un environnement de développement important, surtout que dès que tu parles d'applications web, pas de site web, mais d'applications web, surtout en entreprise, il y a des fortes chances que Silverlight soit plus facile à programmer que de faire du HTML5 avec le JavaScript et tout ce que ça implique, parce que c'est quand même c'est un autre paradigme là, quand t'embarques dans le JavaScript. T'es plus dans le paradigme C# et autant du côté serveur que du côté client. Moi, ce que ça me dit, c'est que Microsoft veut s'assurer que si jamais HTML5, ils veulent protéger leur pérennité. Donc, puis ils sont assez gros pour se permettre de dire, j'ai une stratégie du côté HTML5, comme j'ai une stratégie du côté Silverlight. Et les deux peuvent coexister. Là. Et les deux vont coexister, ça c'est clair. Moi, je pense juste que c'était un problème de communication, cette histoire. Tout simplement. Parce que Silverlight et HTML5, au final, n'ont pas du tout les mêmes buts. Tout à fait. Exactement. Silverlight va aussi, comme Flash l'a été, va être utilisé pour mettre en avant des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans le standard HTML. Donc, à l'époque d'aujourd'hui, donc HTML4, eh bien, c'est la vidéo, c'est le son. Donc, c'est des choses qui, au final, vont transitionner de manière standardisée vers HTML5, mais c'est des choses qui n'existaient pas à l'époque. Donc, Flash et Silverlight ont été là pour remplir un vide. Et je pense que ça va continuer. Silverlight vont faire du 3D. Et Flash vont faire des nouvelles choses qui, à terme, vont être intégrées dans les standards. Et donc, pour les personnes qui ne veulent pas attendre, vont utiliser ces plugins avec des fonctionnalités un peu plus développées. Et puis, pour tout le reste des gens qui veulent cibler tout le monde avec la même interface, avec le même paradigme de programmation, vont utiliser HTML5. Ouais. Mais il est vrai que t'as raison quand tu dis que le message là mal été livré là, c'est dommage. Ben, comme disait quelqu'un, c'est un vice-président qui a fait le mauvais message. Il a toujours une job, mais si ça aurait été quelqu'un au bas de l'échelle, peut-être qu'il se chercherait une job aujourd'hui, ce qui est malheureux parce que ça devrait pas être le cas. Et voilà, ça clôt l'histoire là. Nous, du côté de la communauté.net, on arrive au temps des fêtes. Donc, la prochaine présentation, on va avoir une présentation sur Windows Phone 7. Oui, ça, c'est lundi. Lundi qui s'en Donc, vient. Louis-Philippe Pinsonneau de Run That Server va nous présenter le développement sur Windows Phone 7. Et ensuite, en décembre, je sais qu'on a une présentation sur Scrum par la pratique. Et ensuite, on sera tout le temps des fêtes. Donc, c'est ce qui s'en vient, nous, du côté de la communauté.net. Puis, écoute, Jean-Baptiste, on te remercie encore. Oui, c'était fort agréable. Merci beaucoup, c'était très sympa. Ben oui, puis on va souhaiter longue vie à Mono. Ben merci. Oui, puis bonne fin de séjour à Montréal. Ben merci. Et nous, on souhaite bonne programmation à nos auditeurs. Au revoir. Au revoir. Visual Studio Talk Show.